économie, société, politique, économie, société, actualité, sociale, société, environnement, politique, économie. Nous devons nous interroger sur la nature profonde des freins qui empêchent nos départements d'outre-mer, nos villes, de se développer économiquement. Alors beaucoup de thèses universitaires, de livres et d'articles très bien faits, très sérieux, ont été présentés ou publiés sur toutes les raisons, tous les facteurs qui freinent le développement de nos régions dites ultra-périphériques ou ultramarines et qui dévoilent ainsi des problèmes géographiques, d'insularité, de compétitivité des entreprises locales, de mauvaise organisation des filières productives comme le secteur des industries agricoles ou agroalimentaires. Des freins au développement dus encore à des problèmes beaucoup plus profonds liés au passé historique de l'esclavage ou encore dus à un mode de fonctionnement colonial archaïque de notre économie, et dénoncé d'ailleurs vigoureusement par différents mouvements syndicaux ou autres groupes indépendantistes locaux. Mais qu'en est-il vraiment? Nous pourrions effectivement penser que tout est lié, et alors pour régler tous les problèmes économiques et sociaux de nos régions d'outre-mer, il faudrait sans doute que nous prenions enfin toutes ces études au sérieux, qui ne servent pas seulement à sanctionner un cycle d'études, mais aussi servir de support, d'expertise à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes celles et ceux à qui nous avons donné nos suffrages, les politiques, ainsi qu'aux bien-penseurs et autres intellectuels, scientifiques, ingénieurs, économistes. Tous ces experts n'ont pas de bien-amis, mais ceux de nos territoires qui veulent se rencontrer, travailler ensemble pour que nos régions d'outre-mer, nos villes puissent enfin s'organiser pour se développer et générer à la fois plus de croissance, mais aussi plus de justice sociale. Effectivement, nous aurions tous intérêt à faire comme ça, pour que nos compatriotes vivent mieux dans ce monde où les riches contribueraient enfin à une meilleure répartition des richesses, tout en continuant sûrement à être toujours aussi riches, mais où le portefeuille des classes moyennes et intermédiaires serait certainement moins sollicité, ce qui leur permettrait d'ailleurs de mieux soutenir la croissance. Et bien entendu, où les ménages les plus pauvres se verraient certainement bénéficier des bienfaits de leur vertueuse société, alors décider à leur accorder une meilleure justice sociale. Et donc, par extension, nous aurions également une paix sociale plus durable, plus souhaitable, qui laisserait certainement plus de place au travail et beaucoup moins certainement à la violence dans nos régions d'outre-mer. Mais pensez-vous vraiment que nos politiques, nos décideurs, toutes nos têtes bien pensantes sont prêts à prendre de telles dispositions? Est-ce que cela suffirait à apaiser véritablement les relations sociales dans nos régions d'outre-mer? Que ça permettrait à nos communes de croire à un meilleur avenir? Ça serait pas mal en tout cas. Si nous partons de ce postulat, de cette idée globale, alors la solution à tous nos problèmes économiques et sociaux se trouverait effectivement dans toutes ces réflexions académiques, scientifiques et dans les revendications légitimes de ces mouvements sociaux et autres groupuscules autonomistes locaux. La solution à nos problèmes serait donc tout cela à la fois? Peut-être. Si ce n'était pas ça, en tout cas pas seulement ça, et si tout cela ne suffisait pas, si tous ces freins n'était en fait que la partie visible de l'iceberg. Si nous nous trompions sur nous-mêmes et si, finalement, nos problèmes viendraient aussi de quelque chose de bien plus profond encore. Quelque chose qui nous manque et qui dévoilerait que, même si tout le monde se mettait autour d'une table pour dire « ça suffit », cela ne suffira peut-être pas à régler tous nos problèmes de développement. Car pour qu'il y ait une réelle solution au développement économique, il faut que le développement humain fasse partie de l'équation. Et ce quelque chose qui manque à l'équation du développement humain, c'est la résilience.
Cette résilience, elle a pour effet d'inverser tout ce que notre société pourra créer de mauvais et qui va permettre à chaque individu que nous sommes de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour se dévictimiser, pour s'accomplir sur le plan affectif, mais également sur le plan social, et qui va lui permettre de participer avec les autres au développement de son territoire, faire face également à tous ceux qui ne sont intéressés que par l'argent, par la possession des biens, tous ces matérialistes qui ne pensent finalement qu'à eux-mêmes et qui ne voient dans notre société, dans notre territoire, dans nos communes, qu'un lieu où ils pourront se servir, s'enrichir, et bien sûr au détriment des gens qui y vivent et qui y sont attachés. C'est ce manque de résilience qui fait que d'autres, parfois les mêmes, sont racistes, anti-noirs, anti-blancs, mais également hostiles envers d'autres appartenances culturelles, religieuses ou sexuelles, et qui se traduisent parfois par des formes de xénophobie, de discrimination, jusqu'à commettre même des injustices, des violences qui peuvent aller jusqu'à des génocides. Nous avons vu ce que ces gens sont capables de faire. L'extermination des Juifs, le génocide arménien, celui du Rwanda, l'apartheid en Afrique du Sud, la traite négrière et le commerce triangulaire. De même, c'est ce manque de résilience qui fait que beaucoup de nos concitoyens sont laissés sur le trottoir du chômage par des patrons voyous pour faire plaisir à leurs actionnaires. C'est encore ce manque de résilience qui fait que beaucoup trop de politiciens dupent le peuple en manquant ouvertement et outrageusement à leurs promesses qui ne valent désormais plus rien et qui poussent les peuples vers des extrêmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette résilience ? À l'origine, c'est un terme qui a été extrait des sciences physiques, où cette résilience est la capacité d'un métal à résister aux pressions et à reprendre en fait sa structure d'origine après avoir été déformé. Dans le domaine de la psychologie, on appelle résilience cette capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. C'est un concept qui a été découvert en 1982 par la sociologue américaine Amy Werner. Elle menait une étude sur la vie des enfants des rues sur l'île d'Hawaï. Des enfants qui étaient donc sans famille, qui n'étaient pas scolarisés et qui étaient malheureusement victimes d'agressions physiques ou sexuelles. Elle les a régulièrement suivis, étudiés, et 30 ans plus tard, elle a pu constater que la plupart de ces enfants étaient devenus des adultes complètement détruits psychiquement. Toutefois, 28% d'entre eux avaient quand même réussi à apprendre un métier, à fonder une famille, et ne souffraient pas du tout de troubles psychiques majeurs. Et on a conclu en fait que certains de ces enfants avaient une capacité particulière à surmonter les traumatismes de la vie pour s'en sortir. Et elle les appela donc des résilients. En France, c'est le psychiatre Boris Cyrulnik, qui est neurologue et ethnologue également, qui va développer le concept et le soumettre au grand public. Et pour sa part, la résilience est un vrai antidestin. Je partage absolument son analyse qui postule que les pires difficultés, les pires épreuves de la vie sont surmontables et qu'une guérison est toujours possible. Personne n'est condamné à vivre dans le malheur. Pour Cyrulnik, la résilience est un processus complexe par lequel les blessés de la vie peuvent déjouer alors tous les pronostics. Ainsi, la résilience, c'est cette capacité que chacun d'entre nous avons de bien nous développer physiquement, mentalement, intellectuellement, et de nous projeter vers l'avenir en dépit de tout ce qui peut nous arriver de négatif dans la vie. Des conditions difficiles, des épreuves et des traumatismes, parfois très difficiles à supporter et qui peuvent paraître insurmontables. En dépit des moments difficiles que nous pouvons tous rencontrer et qui peuvent nous déstabiliser à un moment donné. Nous sommes tous différents face à la résilience, car c'est un cheminement personnel, un processus qu'on entretient au fil du temps. On peut le percevoir chez certaines personnes comme un trait de leur personnalité qui est acquis, régulier. Chez d'autres, elle peut être justement ce processus qui se met en place, qui agit au fur et à mesure du temps pour surmonter les difficultés. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas acquise une fois pour toutes, mais peut-être en évolution constante dans chacun d'entre nous. Mais sans doute y avons-nous déjà recours dans notre vie de tous les jours. Alors, comment devient-on résilient ?
Et comment pourrions-nous nous servir de cette résilience pour créer dans nos départements d'outre-mer, dans nos communes, un meilleur avenir pour nous et pour nos générations futures? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre prochain mot de société. À bientôt.